Chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au MGIMO. Non seulement le personnel et les étudiants de notre université sont ici, mais aussi des invités renommés. Je vais me présenter à eux. Je m'appelle Andrei Sushintsov et je suis doyen de la faculté des relations internationales au MGIMO. Nous lançons aujourd'hui une série de conférences qui porteront sur la crise ukrainienne et ses divers aspects, y compris ses conséquences mondiales. Ce sera le sujet de ma conférence d'aujourd'hui. Cette série de conférences a été initiée et organisée par nos étudiants, que je tiens à remercier aujourd'hui pour leur excellent travail. Et il s'agit principalement de Yelizaveta Rudenko et Matvey Tsarov. Il est réjouissant de voir que l'activité de nos étudiants se dirige dans une direction sensée. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui est la crise ukrainienne et ses conséquences mondiales. Je sais qu'une seule conférence ne se ferait pas à épuiser ce sujet. Je vais donc me concentrer sur ces deux principaux aspects. C'est d'un côté la crise de la sécurité européenne, qui a probablement été le principal moteur de la crise ukrainienne, et le caractère différé de cette dernière de l'autre. Si nous essayons de décrire succinctement la logique linéaire des relations russo-occidentales qui a conduit d'abord à l'escalade des tensions en matière de la sécurité européenne, puis à l'explosion de cette crise, on peut la décrire comme suit. L'Occident a l'initiative et ne cesse d'atteindre sa sphère d'influence en Europe jusqu'aux frontières russes. Il se concentre cependant non seulement sur l'Europe, mais aussi sur d'autres régions importantes, en essayant de présenter comme universel son système de sécurité structuré autour des États-Unis. Et à la base de cette stratégie qui a été définie dès le début des années 90, sous l'administration de Bill Clinton, se trouve une métaphore présentée dans un discours à l'université Johns Hopkins par Anthony Lake, conseiller à la sécurité nationale de l'administration Clinton. S'adressant aux étudiants et au corps enseignant, il a déclaré que pendant la guerre froide, il suffisait de regarder en carte où s'affrontaient des zones peintes en bleu et des zones peintes en rouge, pour avoir une idée succincte de la stratégie américaine contre l'Union soviétique. Et notre stratégie reste la même, de même que nous cherchions à l'époque à élargir les zones peintes en bleu, les zones du monde dit libre. De même, nous cherchons maintenant à faire en sorte que cette stratégie aboutisse finalement à l'échelle mondiale. Un déterminisme idéologique, voire marxiste à certains égards, se dégage de la façon dont la question est formulée. L'histoire a une certaine direction uniforme. Elle a une fin, il y a le bon côté et le mauvais côté, et tout ce que les États-Unis font est du bon côté de l'histoire. Par conséquent, les pays qui ne se soumettent pas aux États-Unis et se comportent de manière indépendante sont de mauvais côtés de l'histoire. Ce concept, l'enveloppe rhétorique et propagandiste d'une stratégie assez valable, tout à fait réaliste à ses débuts lorsqu'elle a été proposée dans les premières années de la guerre froide, elle a fini par dominer souvent le calcul stratégique. Il y a de moins en moins de mesures raisonnées, sobres et calculées dans cette politique et de plus en plus de celles qui ne reposent que sur une idée. Dans ce déterminisme, dans le flux d'attentes sociétales qu'il a créé, la Russie a également pris une part active au début des années 1990. Le premier gouvernement de Yeltsin et le ministre des Affaires étrangères Andrei Kozyrev partageaient la ligne idéologique que les États-Unis proposaient comme la base du nouveau monde. La liberté, marché libre, libéralisation, démocratisation.
Dans son article célèbre publié en 1992 dans le magazine Survival, Andrei Kozyrev suggérait que la seule façon pour la Russie de subsister était de rejoindre l'Occident, c'est-à-dire de permettre aux Américains de réaliser leur stratégie. Cependant, déjà sous Yeltsin et sous Kozyrev, une analyse raisonnée des intérêts de la Russie commence à montrer que suivre cette stratégie américaine rapproche en fait la défaite des intérêts russes. Cette tension, qui est de nature tout à fait objective, a commencé à s'accumuler dès cette époque. Il est devenu clair que derrière cette stratégie américaine se cachaient non seulement des idées que la Russie partageait activement à l'époque, mais aussi un potentiel de puissance que les Américains espéraient utiliser à bon escient. Ils sont prêts à recourir à la force et quand ils estiment que le progrès n'avance pas assez vite, ou il existe une possibilité d'accélérer le cours de temps et un bon aboutissement de l'histoire. Et cela est devenu une source d'irritation sourde et ensuite de résistance de plus en plus active de la part de la Russie. D'éminents analystes occidentaux ont également prédit qu'à la fin de la période où la Russie suivait docilement la voie tracée par les Américains, les Russes reprendraient leurs esprits et riposteraient inévitablement. L'un des partisans de cette idée, qui la promouvait activement, y compris dans les grands médias américains, était George Kennan, l'un des pères fondateurs du Conseil d'endiguement de l'Union soviétique. Dans ses publications et interviews de milieu à la fin des années 1990, il insistait qu'une nouvelle guerre froide commençait, que l'élargissement de l'OTAN est totalement injustifié, que c'était une erreur stratégique et que les Russes finiraient par réagir tout à fait différemment de ce que l'on attendait d'eux, même s'ils avalerait la première vague d'expansion otanienne. Cette phrase prophétique tirée de son interview de 1998 est devenue tout à fait emblématique si l'on observe la manière dont les événements se sont déroulés depuis. Sur fond des tensions croissantes dans nos relations, Andrei Kozyrev a été obligé à faire des gestes brusques, parfois épatants, pour montrer le profond mécontentement russe face aux événements en cours. Un épisode de la séance de Conseil pour la coopération et la sécurité de 1992 à Stockholm est entré dans l'histoire. La guerre froide vient de prendre fin. Il y a un nouveau gouvernement à Moscou. Le ministère des Affaires étrangères russe jouit d'une réputation pro-occidentale. Et le voilà qui monte à la tribune pour prononcer devant des ministres des Affaires étrangères, conseillers en sécurité nationale, experts journalistes, un discours court, vif et très dur, dont les messages clés sont les suivants. Le premier, la Russie est un adversaire résolu de toute expansion otanienne vers l'Est et sera obligée de réagir si elle se produit. La deuxième, elle défendra les droits des Russes dans l'ancien espace soviétique et la troisième considère en principe l'alliance comme hostile et à ses intérêts. Après l'avoir dit, ce qui n'a pas duré plus de 5 minutes, il a quitté la tribune laissant le public perplexe, choqué par ses paroles. Quelques temps après, Kozyrev, revenu sur la même tribune, a déclaré « Savez-vous ce que je viens de dire? Je ne le pense pas. Je voulais vous faire réfléchir, car nous avons une tâche énorme à accomplir. Créer un système de sécurité inclusif sur le continent européen qui ne soit pas anti-russe. » La Russie doit faire partie d'elle et si ce n'est pas le cas, le prochain ministre russe des Affaires étrangères pensera ce que je viens de vous dire et il le dira sérieusement. Le discours a provoqué de nombreuses réactions. Les témoins de ces événements évoquent cet épisode comme le plus déterminant pour leur compréhension de la situation. Mais il n'a pas eu de conséquences substantielles. D'autres interventions des dirigeants russes expriment, cette fois sérieusement, les mêmes idées. Dans son discours de Budapest en 1994, Boris Yeltsin a déclaré qu'en Europe, le risque existait de voir un monde froid remplacer la guerre froide.
c'est-à-dire un système d'interaction où il y aurait beaucoup d'hostilité et méfiance et qui ouvrirait peu à peu la voie à un système de dissuasion mutuelle. Il convient de rappeler le discours connu et très médiatisé du président russe Vladimir Poutine devant le Bundestag allemand. On cite plus souvent la partie de ce discours où il parle de l'avenir commun de la Russie et l'Europe. Mais dans le même discours, il y a un passage assez important où il discute le problème structurel majeur de la sécurité européenne, l'existence de l'OTAN et son expansion à l'Est. Les désaccords avec la Russie sur cette question. Ces mêmes idées ont été exprimées de manière très explicite, vive et sous forme d'avertissement dans le discours prononcé par Vladimir Poutine à Munich en 2007 et ont été depuis reprises par les dirigeants russes et diverses circonstances. Le dernier avertissement important a été donné en novembre-décembre de l'année dernière, lorsque Moscou a lancé une série d'initiatives diplomatiques qui contenaient tous les mêmes points discutés depuis le début des années 1990. Peut-on dire que les analystes et experts occidentaux ont mal compris la nature des exigences exprimées par la Russie ou préféraient ne pas en prendre conscience? Malheureusement, une telle conclusion ne peut pas être faite. Les documents rendus publics par Wikileaks en 2008, préparés par des diplomates américains en divers endroits du monde, y compris l'ambassade américaine à Moscou, témoignent d'un très haut niveau de conscience et compréhension de la position russe par des personnes capables à les réfléchir de façon stratégique. Notamment William Burns, l'actuel chef de la CIA, qui était à l'époque ambassadeur des États-Unis et qui appartient à cette génération de dirigeants américains qui n'ont pas perdu la capacité de penser stratégiquement. Ce document montre que les Américains sont très conscients des arguments russes. Ils savent à quel point Moscou perçoit douloureusement les pressions exercées sur ses intérêts en Europe de l'Est. Et de plus, ils enregistrent avec une surprise croissante la volonté de Moscou de défendre ses intérêts jusqu'à recourir à la force. Deux notes de service très importantes de l'ambassade américaine en Russie sont connues. La première s'appelle Niet means Niet, ce qui signifie non c'est non. Il est facile de la trouver sur Google. Il expose la ligne rouge de la Russie sur l'élargissement en Atienne à la crise ukrainienne. La note souligne que la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est, d'une part, d'une importance vitale pour les intérêts russes et provoque d'autre part une grande division dans les sociétés ukrainiennes. Et si cette question est posée rapidement à cette préparation, il a le potentiel de provoquer une confrontation, voire une guerre civile. Et dans ce cas, selon cette note, la Russie sera obligée d'intervenir même si elle ne le souhaite pas. Cela nous amène à conclure que les Américains étaient très conscients à la fois des intérêts russes et de la mesure dans laquelle la Russie était prête à les défendre. La même année, en février, William Burns, voyant la tension croissante entre Moscou et Washington, a envoyé une autre note dans laquelle il disait que la situation s'approchait du moment où un affrontement militaire direct était possible. Cela concernait simultanément les trois points que les États-Unis tentaient de faire accepter à Moscou. La première était le plan d'action pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie, la deuxième, la reconnaissance du Kosovo, et la troisième, le déploiement d'un système de défense antimissile en Europe. Alors que l'administration Bush tentait de faire avancer ces trois sujets au cours de la dernière année, Bill Burns témoignait que la tension accumulée était si élevée que ce qu'il appelait un train break pourrait se produire. Sur l'un de ces sujets, la Russie entrerait forcément en confrontation avec les États-Unis. Burns a donc suggéré à Washington de proposer aux Russes non pas les trois questions en même temps, mais l'autre après l'autre.
Cette proposition n'a pas été entendue, mais la formulation même du problème, c'est-à-dire les Russes vont tout avaler. L'essentiel est de leur annoncer ces mauvaises nouvelles l'une après l'autre, est très caractéristique de l'approche américaine des intérêts russes dans l'ensemble de l'Eurasie et en Europe. C'est une logique qui s'appuie sur la position de force, une logique unipolaire. On peut résumer les relations russo-américaines par une conversation de Vladimir Poutine avec George Bush sur le déploiement de la défense antimissile interaméricaine en Europe. Poutine, qui était en bon terme avec Bush, lui a dit « George, écoute, pourquoi installez-vous un système de défense antimissile en Europe alors que vous dites qu'il est dirigé contre l'Iran? Ne serait-il pas plus logique de le placer plus près de ce pays ?» Au Moyen-Orient ou dans le Caucase, il est à noter qu'un peu plus tard, la Russie a même proposé de créer un système commun de défense antimissile où l'infrastructure russe dans le Caucase pourrait être utilisée. Les Américains ne l'ont pas accepté. Vladimir Poutine a accompagné ses propos de l'argument suivant. Si vous déployez une défense antimissile, nous serons contraints de créer un contre-mine à ce système. Par exemple, de déployer des armes à Kaliningrad ou de prendre une autre mesure pour contrer votre menace. À cela, George Bush entendait tous ces arguments raisonnables et qu'il était déjà fatigué d'entendre, a répondu par une formule en 3 parties. Il a dit « Vladimir, nous ne sommes pas ennemis, donc vous faites ce que vous voulez et nous ferons ce que nous voulons. » La façon correcte de lire cette formule est la suivante. « Nous ne sommes pas ennemis » veut dire « nous n'agirons pas intentionnellement contre vos intérêts. Ce que nous faisons est diriger contre d'autres cibles. Nous cherchons à défendre principalement nos propres intérêts, ce n'est pas contre vous. Mais si vos intérêts en sont affectés, désolé, ce n'est pas ce que nous voulions. On pensait à autre chose. Même la vie est compliquée. Faites ce que vous voulez. La deuxième partie signifie quoi que vous fassiez, le déséquilibre de nos potentiels est si grand que cela nous nuira aucunement. Alors faites ce que vous voulez. Vous êtes trop faible pour nous faire du mal. Et la troisième partie, nous ferons ce que nous voulons, veut dire, nous ne pensons pas que vous ayez le droit de poser votre veto à quelconque de nos actions. C'est la logique pure du principe de l'uniparalité avec lequel la Russie n'a bien sûr jamais été d'accord, malgré le fait que Bush et Poutine étaient en bon terme. Dans ce qui se passait, elle voyait évidemment non seulement l'arrogance américaine, mais aussi une erreur stratégique, puisque la position de notre pays, son analyse des processus internationaux et de la vie internationale indiquait que la polycentricité, la multipolarité n'étaient pas une expression creuse. D'autres centres de pouvoir émergent dans le monde qui ont des intérêts complètement autonomes par rapport à l'Occident et aux États-Unis et qui font des plans, se regroupent et sont prêts à défendre leurs intérêts, y compris par la force. Il n'y a donc pas que la Russie, il y a aussi d'autres pays. Dans ce contexte, les Américains, avec leur stratégie de pression unilatérale, utilisant uniquement le bâton sans aucune carotte, s'éloignent en fait de leur stratégie classique des deux situations de la guerre froide lorsqu'il était important d'avoir un grand groupe de pays neutres qui avaient une attitude conditionnellement positive envers les États-Unis, même s'ils ne faisaient en partie de leur alliance politico-militaire. Et nous voyons clairement cette stratégie de pression aujourd'hui. Par exemple, ce serait plus raisonnable pour les États-Unis de créer les conditions pour que la Chine prenne ses distances avec Moscou au lieu de tout simplement faire pression sur elle. Mais apparemment, leur erreur d'analyse est qu'il essaie aujourd'hui d'établir à tout prix l'unipolarité et la domination unipolaire par la force, ce qui sape leur leadership mondial. En gros, pour de nombreux pays, sans compter la Russie, le système international centré sur les États-Unis a été assez confortable, mais les Américains érodent par leur propre action le consensus autour de leur leadership. Cela vaut également pour les institutions internationales qui constituent l'épine dorsale de la vie internationale depuis la Seconde Guerre mondiale et après la fin de la guerre froide. Cela concerne les valeurs aussi. Les Américains ne tiennent pas compte du fait que le monde est diversifié, que la vision du monde indienne, japonaise, chinoise, turque, brésilienne, russe est différente de la vision du monde occidental.
La question de valeur, qui certains appellent la question des différences civilisationnelles, devient la force motrice des politiques de ces pays. L'attitude américaine envers leurs alliés militaires est pratique, voire cynique. Ces alliances commencent à être utilisées de manière instrumentale. Par exemple, pour vendre un lot de grands sous-marins, il est possible de conclure forcément une belle alliance militaire avec l'Australie en négligeant les intérêts de l'allié français. Le fait que les coalitions ad hoc créées par les États-Unis sont essentiellement une conséquence ou moyen de légitimer leurs actions unilatérales commence bien sûr à provoquer une sourde irritation. Et là, nous en arrivons à une question plutôt philosophique. Comment notre pays se comporterait-il à la place des États-Unis si pendant une longue période aucun pays ne pouvait lui faire contrepoids, ne pouvait la contenir, ne pouvait se permettre de dire non et empêcher une action américaine? Apparemment, la nature de l'homme le pousse à expérimenter constamment jusqu'à ce qu'il atteigne une sorte de mur de limite. Lorsque, par exemple, par crainte pour sa vie, par peur, il commence à éviter tout le tel comportement. En fait, cette ligne unilatérale d'oppression américaine a conduit à ce que, réalisant qu'ils ne peuvent pas se permettre en guerre avec la Russie, ils ont commencé à élargir leur liste de moyens de pression, ce qui leur permettrait de porter atteinte aux intérêts russes sans s'engager dans une action militaire. Il s'agit des provocations informationnelles, pression économique, régime de sanctions qui a pris une forme accomplie bien avant la crise ukrainienne et qui s'est maintenant beaucoup renforcée. En fait, bien avant la crise ukrainienne, cette barrière commerciale illégale était utile pour contenir la Russie et nuire à ses intérêts et droits. Bien sûr, cet inventaire de sanctions et le nombre énorme de provocations informationnelles que nous observons dans le contexte de la crise ukrainienne montrent les sommets que cette tactique est aujourd'hui. Quant à la vision russe des relations idéales avec les États-Unis, elle est la suivante. Métaphoriquement parlant, il existe plusieurs pôles d'influence gravitationnelle importants, que ce soit l'influence politique, militaire ou économique. Et ces pôles ont une tâche commune, maintenir l'ordre mondial. Donc, ces Atlantes soutiennent le ciel. Lorsqu'ils se battent entre eux, ils s'empêchent de soutenir leur partie du ciel. De vives frictions s'installent entre eux. Ils passent de leur tâche principale à une tâche secondaire, celle de combattre les autres Atlantes. Et l'ordre mondial finit par s'effondrer. C'est un concept plus statique que celui américain de faire avancer l'histoire jusqu'à un certain pourtant, qui est un concept dynamique. Mais je pense que la vision russe, qui est partagée par d'autres pays, il s'agit de la Chine, Inde, Turquie, Brésil, Indonésie, il correspond mieux à la réalité. Si l'on conçoit les relations internationales comme une science à part entière, la quintessence de la connaissance scientifique de la manière dont les pays gèrent le conflit se résume aux régularités que Thucydide a établies en décrivant la rivalité entre Sparte et Athènes. Et l'équilibre de puissance, la recherche d'un équilibre des intérêts, je voulais dire d'un compromis que doit
inévitablement se fonder sur la prise de conscience que cet objectif politique ne peut plus être atteint par des moyens militaires. Voilà, je crois, ce qui se rapproche le plus des lois de sciences naturelles et qui est la quintessence de l'expérience de l'humanité telle qu'elle s'exprime dans la science des relations internationales. Ce concept russe correspond à cette expérience, à cette quintessence de la connaissance scientifique mieux que le concept américain déterministe de la fin de l'histoire. Et si nous examinons des exemples concrets de domaines où ce concept s'exprime aujourd'hui, les relations russes-chinoises, en particulier en Asie centrale, pourraient être un modèle utile, même s'il n'est pas idéal. La Russie et la Chine se trouvent sur le même continent, l'Eurasie, et partagent une frontière commune assez longue. Ce qui aide les deux pays, c'est le fait que les principales zones de production de valeur ajoutée de produits intérieurs bruts et les zones où vivent les populations russes et chinoises sont situées aussi loin que possible les unes des autres. 70% du PIB et de la population russe sont situés dans la partie européenne, alors que 70% du PIB et de la population chinoise sont situés en diagonale longue de la côte pacifique. La frontière que la Chine partage avec la Russie passe bien loin de ces régions les plus développées, étant située au contraire dans les zones où la population diminue à lieu d'augmenter. L'attention et des intérêts russes sont dirigés vers l'ouest et ceux chinois vers l'océan Pacifique. Et ce fait que la Russie et la Chine se tournent, pour ainsi dire, le dos l'une à l'autre aide évidemment beaucoup. Néanmoins, il y a eu des conflits et guerres sino-russes parfois assez sanglants et ces pays sont très conscients qu'ils peuvent nuire beaucoup l'un à l'autre. Les relations sino-russes sont fondées sur la connaissance du fait qu'elles peuvent, à un moment donné, dans certaines circonstances, devenir des rivaux, des adversaires. En outre, il y a eu des conflits territoriaux qui ont heureusement été réglés. Mais cette expérience douloureuse a rendu les deux pays conscients de la fragilité de la paix et la stabilité dans la région et par conscience prudents l'un envers l'autre. Il n'y a pas de grand amour, de sympathie entre la Russie et la Chine. Les pays ne se perçoivent pas comme membres de la même famille. Par exemple, dès qu'il franchit la frontière russo-chinoise, le Russe se rend compte qu'il est en européenne, car tout ce qu'il voit autour de lui est très différent de sa précédente expérience. Bien sûr, arrivé dans l'Union européenne, la Russie comprend que ce qu'il voit autour de lui diffère également de son expérience. L'identité russe est très différente de celle européenne. Elle s'est formée dans des conditions particulières, mais il y a beaucoup plus de distance entre la Russie et la Chine. C'est ainsi que s'est formé le comportement prudent fondé sur les principes de souveraineté, respect de l'intégrité territoriale, non-ingérence dans les affaires de l'autre, égalité, ce qui n'a presque jamais été atteint avec les États-Unis, de recherche de bénéfices mutuels et la coexistence pacifique qui s'appuie sur le droit international. Je pense que si l'on appliquait ces principes aux relations russo-américaines, ils constitueraient une base suffisante pour la paix entre nos pays. Mais prenons la non-ingérence par exemple. Les Américains sont-ils prêts à ne pas s'intégrer dans les affaires russes? Je pense que la réponse est évidente. Sont-ils prêts pour l'égalité? Jamais. Alors que la Russie et la Chine, dans la déclaration de 1997, ont proposé leurs relations comme un nouveau type de relations sur la scène internationale, comme modèle pour d'autres pays, laissant entendre qu'avec le temps, il pourrait devenir la nouvelle norme de l'ordre mondial. En outre, la déclaration contient une disposition assez utile selon laquelle les différences de systèmes sociaux et idéologies ou valeurs ne peuvent constituer un obstacle à des relations normales entre les États. Et bien sûr, toutes ces idées fondamentales contredisent celles que l'histoire a une seule direction, qu'il n'y a qu'une seule idéologie qui peut unir tout le monde et que tous les processus internationaux vont vers ce point. On s'approche peu à peu du point de rupture du système qui existait en Europe dans l'après-guerre froide.
De nombreux professeurs d'Omgimo donnent des conférences sur l'histoire des relations internationales et les relations internationales contemporaines, et je préconise que l'enseignement de relations internationales à la faculté des relations internationales d'Omgimo soit basé sur les principes de l'historicisme. Les étudiants et les diplômés de MGIMO doivent être capables de placer ce qui se passe actuellement dans le contexte des tendances et événements historiques longs. Il faut qu'ils soient capables de voir les lois qui ont produit la situation actuelle, ce qui malheureusement n'est pas facilité par l'informatisation, par l'informatisation et la numérisation. Nous observons tout fébrilement le monde par le biais de sites d'information et de chaînes de Telegram qui font de notre attention une marchandise. L'historicisme l'envisage différemment. Il y a peu de choses nouvelles dans ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses cohérentes, celles qui découlent logiquement les unes des autres. Il faut bien comprendre la logique de ces événements si l'on veut les influencer. On peut supposer, comme cela a été le cas à maintes reprises dans l'histoire, que la crise actuelle aboutira à des négociations à grande échelle sur un nouveau système de relations en Europe. La Russie et les États-Unis seront probablement les principaux participants à ces négociations. Le comportement des États-Unis montre clairement qu'ils prennent délibérément des mesures symboliques qu'il faut interpréter comme celles de désescalade. Au fait, il s'agit de la logique de comportement lors de crises aiguës de la guerre froide. Par exemple, l'échange de prisonniers, le pilote Yaroshenko étant échangé contre l'ex-marine américain Trevor Reed, qui a eu lieu là au plus fort de la crise. Trevor Reed avait passé près de 4 ans dans une prison russe, tandis que Yaroshenko a fait plus de 12 ans dans une prison américaine. Pourquoi maintenant, de plus, l'échange a lieu dans un pays tiers, comme dans le livre Spy Bridge? Là, deux délégations vont l'un vers l'autre et échangent de citoyens. C'est une pure pratique de guerre froide. La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé un moratoire unilatéral sur les essais d'armes antisatellites. Même s'ils les ont en été déjà testés, voire mis en service et qu'ils peuvent les utiliser, cela démontre symboliquement qu'ils font en quelque sorte un pas en arrière. Avant cela, il y a 15 jours, ils avaient annulé un essai prévu d'un nouveau type de missile qui aurait renforcé leur triade nucléaire. Ils tentent d'éviter une situation qui rappelle l'un des jours de la crise de missiles de Cuba, lorsque le président Kennedy a appris avec horreur qu'une arme nucléaire américaine avait été testée quelque part dans le Pacifique. Il convoque les militaires, leur demande qui a donné l'ordre, pourquoi cela a été fait, et ils répondent que c'était un exercice planifié depuis longtemps. Et il se trouve que dans la phase aiguë de la crise, il y a eu un mouvement que Moscou, bien sûr, a vu comme une étape d'escalade. Je pense que ces négociations avec les États-Unis sur la sécurité en Europe seront menées par la délégation russe et la délégation occidentale ne comprendra des représentants des pays européens que dans la deuxième phase. La raison en est que l'Europe a développé un phénomène que l'on peut qualifier de congé de la pensée stratégique. Aucun pays européen ne réfléchit plus dans les catégories de la politique de puissance, de comportement militaire responsable, de la grande stratégie. La raison est qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui sont devenus le principal garant militaire des pays d'Europe occidentale, c'est-à-dire des pays de l'OTAN, et qui ont ensuite attendu ces garanties militaires aux anciens puits de pacte de Varsovie. La plupart des pays européens ont trouvé cette situation très confortable, sans contraintes qui leur permettaient de ne pas maintenir un niveau élevé de dépenses militaires, ni de mener une politique étrangère active susceptible d'entraîner des conflits et des crises. Et à l'exception peut-être de la France et du Royaume-Uni, ils n'ont pas mené de politique étrangère active. La France et la Grande-Bretagne, après la crise de Suez, à un stade assez précoce de la guerre froide, lorsque simultanément les États-Unis et l'Union soviétique leur
ont fait comprendre que le monde était devenu bipolaire. Se sont également retirés, se sont placés au moins au deuxième rang de la politique mondiale. La Grande-Bretagne agit désormais activement dans le sillage des États-Unis. La France ne peut pas se permettre de ne pas suivre le sillage des États-Unis, mais tente de poursuivre une politique qui ressemble à de l'autonomie. Ce congé de la pensée stratégique est une illusion, et une illusion très dangereuse à mon avis pour tout pays. Une illusion selon laquelle l'on peut se permettre d'être mentalement calme, de croire que le monde est complètement sûr et qu'il n'y aura jamais dans la vie aucune crise politique militaire. Cette vision du monde conduit à ce qu'il est désormais plus facile pour la Russie de discuter de la crise avec des experts américains qu'avec des experts européens. Les experts européens ont une réaction très émotionnelle. Ils ne sont pas prêts à écouter. Bien sûr, on a envie de leur demander « Pensez-vous que vous pouvez vous permettre de ne pas nous parler maintenant? Pouvez-vous vous permettre ces réactions émotionnelles? Ne comprenez-vous pas de quoi il s'agit? Ne comprenez-vous pas la gravité des problèmes de sécurité en Europe? Certes, il s'agit là encore d'une question de nature humaine, de la rapidité avec laquelle nous nous habituons aux bonnes choses, de la difficulté que nous avons à vivre des expériences douloureuses et à comprendre que malheureusement, avant de s'améliorer, les choses empirent. Un exemple plutôt inattendu mais important est la politique de la Turquie qui, en tant que membre de l'OTAN, et sans renoncer de manière générale à son objectif stratégique d'adhérer à l'Union européenne, poursuit une ligne stratégique complètement autonome, distincte de celle des États-Unis et de l'Europe occidentale. La Turquie utilise activement ses forces armées, elle mène des actions actives et même des opérations militaires sur presque tous les fronts, en Syrie, dans le nord de l'Irak, à Chypre, dans le Nagorno-Karabakh. Il y a eu une crise avec la Russie en 2015 qui s'est pratiquement transformée en un affrontement régional. La Turquie a utilisé la force contre un allié de l'OTAN, la Grèce. Qu'est-ce qui distingue la Turquie et pourquoi ne se trouve-t-elle pas dans le camp des pays européens qui sont aujourd'hui en congé de la pensée stratégique? La Turquie est pleinement responsable de toutes ces actions. Si elle avait été en 2015 la cible d'une frappe militaire sensible de la part de la Russie, il n'est pas certain que l'article 5 de la Charte de l'OTAN aurait été appliqué. Cela revigore les élites turques qui comprennent que cette ligne active de politique étrangère repose entièrement sur leurs épaules, qu'elles paieront elles-mêmes leurs propres factures. Je suppose que les négociations sur un nouveau système de sécurité en Europe comprendront les points de la diplomatie russe avait proposé aux États-Unis et à l'OTAN en novembre et décembre. Globalement, tous ces points ont été à l'ordre du jour tout au long de ces 30 années. Et s'il y a une conséquence positive de la crise ukrainienne, qui est aujourd'hui dans sa phase la plus aiguë, c'est un nouveau système de sécurité plus robuste en Europe, bien que fondé sur les hostilités mutuelles, la dissuasion mutuelle, le déploiement des forces et des capacités avancées. Et il semble bien que c'est l'acte fondateur aussi au temps de l'année 1997 qui sera la victime du processus actuel. Mais ce nouveau système intégrerait les meilleures pratiques de la guerre froide, une retenue mutuelle et le sentiment que tout incident pourrait provoquer une crise militaire majeure, la compréhension du fait qu'en fin de compte, nos pays ont beaucoup à perdre. À la veille de cette crise, je pense que nos collègues occidentaux n'avaient pas cette compréhension, ce sentiment de tension, ce sentiment d'une situation d'avant-guerre. En effet, tout au long de la dernière année et de celle qui l'a précédée en termes de nouvelles provenant de la frontière occidentale de la Russie, on avait le sentiment d'être dans une situation d'avant-guerre. Des survols quasi-hebdomadaires par des avions de guerre de l'OTAN, des bâtiments navigants même en violation de la frontière de l'État, comme l'a fait en Crimée un destroyer britannique. Des provocations informationnelles incessantes, une pression active à travers les sanctions, des fournitures d'armes importantes à l'Ukraine.
Parfois, cela tombait dans le ridicule. En juillet 2021, des avions militaires espagnols ont été déployés en Lituanie. Le premier ministre espagnol ainsi que le président lituanien Nausėda sont venus leur rendre visite. Ils ont donné une conférence de presse devant les hangars dans lesquels se trouvaient ces avions. La conférence a été retransmise à la télévision nationale. Elle a été diffusée en direct sur le Euronews. Soudain, en plein milieu de la conférence de presse, l'alarme militaire se déclenche. Les présidents horrifiés sortent en courant, les avions quittent les hangars et se placent sur la piste pour soi-disant poursuivre et accompagner les avions russes. Il y a donc ce sentiment de suspense propre à une situation d'avant-guerre, une provocation informationnelle typique que les Lituaniens ont apparemment décidé d'organiser. Ce sentiment d'impunité pour les comportements provocateurs envers notre pays doit cesser une fois pour toutes. Ils doivent être conscients des conséquences et des gestes inconsidérés et brutaux. Bien entendu, la crise militaire est très aiguë avec un nombre important de victimes, mais à bien des égards, le comportement militaire de la Russie est encore très retenu, très prudent. La déclaration faite aujourd'hui par le président indique qu'il y a une limite à cette retenue. La présidente appelle les opposants à revenir raisonnables. Mais en fin de compte, la situation à la veille du 24 février était politiquement et diplomatiquement dans l'impasse. Les Américains et les Occidentaux ont refusé de discuter avec nous des questions structurelles de la sécurité européenne en se basant sur le concept que la Russie n'est pas seulement du mauvais côté de l'histoire, mais qu'elle est aussi en puissance en déclin, un declining power, un pays qui perd inévitablement son poids en politique étrangère. Pendant un certain temps, on peut simplement l'ignorer, comme quoi les Russes se rangeront. Il y a eu aussi ces propos plutôt insultants de M. Biden lorsque, en réponse aux demandes écrites de garanties de sécurité formulées par la Russie lors d'une conférence de presse, il a déclaré « Nous ne donnerons aucune garantie écrite, croyez-nous sur parole ». Toutes ces paroles prononcées au cours des 30 dernières années et auxquelles nous avons cru effectivement ont fini par nous conduire à la situation dans laquelle nous nous trouvons. En ce qui concerne la deuxième composante de cette crise, les relations russo-ukrainiennes, on peut constater que la crise porte un caractère différé. Tous les États post-soviétiques ont été, d'une certaine manière, un résultat d'expérience, un résultat d'expériment. Il existe un concept scientifique qui suggère de considérer tous les États comme des expériments avec une finale ouverte. La durabilité et la réussite de l'expérience de cet expériment dépendent du caractère raisonnable, rationnel, à partir des priorités que les élites nationales mettent en avant, des ressources avec lesquelles elles accompagnent ces priorités, de la persistance de consensus interne de la société civile dans les pays en question. À tous ces égards, les pays post-soviétiques sont très différents. Certains, comme l'Ukraine et la Géorgie, n'ont pas pu passer à côté d'un outil de mobilisation interne très tentant et efficace, le recours au nationalisme. Surtout, sa manifestation extrême lorsque les gens sont divisés en citoyens de première sorte et ceux de seconde sorte, lorsqu'on distingue ceux qui sont idéologiquement loyaux, ceux qui soutiennent le bon système de signes, de symboles, de langage, de métaphores historiques et de gestes, et les autres qui sont en minorité avec lesquels il faut travailler et qu'il faut rééduquer. Un de mes amis à Kharkiv a écrit avec tristesse sur Facebook au sujet de son enfant qui est venu à l'école maternelle pour une fête nationale, mais qui ne portait pas de vyshyvanka, habit traditionnel, et qui, avec un groupe d'autres enfants, dans son cas, n'a pas été admis à la célébration. Il l'observait en tant que spectateur, comme spectateur. Ce sentiment de première et de deuxième zone
est extrêmement destructeur pour la politique ukrainienne. Je pense que si la Russie avait suivi la voie d'un nationalisme ethnique russe, je n'exclus pas qu'une trajectoire similaire nous aurait attendu. En ce sens, notre environnement et notre système politique sont bien sûr beaucoup plus multiethniques et reposent sur le consensus de tous nos citoyens. Pour la Russie, ce qui se passe en Ukraine n'est que partiellement une question de politique étrangère. Pour l'Ukraine aussi, ce qui se passe en Russie n'est que partiellement une question de politique étrangère. C'est en grande partie une question de politique intérieure. Toute nouvelle provenant de la Russie que touche l'esprit de le cœur de nos citoyens sont susceptibles de toucher également les Ukrainiens. Qu'il s'agisse d'événements de football, de réalisations ou de stratégies majeures. C'est la même chose en Ukraine. Lorsque les droits de la communauté russe des personnes à l'identité russe sont bafoués, que des églises sont saisies, que les médias d'opposition fermés, que des hommes politiques disparaissent, que des journalistes sont tués, qu'un enfant n'est pas autorisé d'aller à l'école maternelle, à étudier en russe, que l'on interdit le défilé du 9 mai pour célébrer la fête de la victoire, cela devient une grande nouvelle dans notre pays et n'importe quelle critique du gouvernement peut dire pourquoi le gouvernement ne fait pas assez pour nos gens en Ukraine. Dans le cadre de cette expérience, de cette recherche de fondement de son statut d'État, l'Ukraine a certainement été confrontée à un défi majeur depuis le début des années 1990. Comment faire en sorte que les deux piliers de l'État ukrainien, les personnes à identité ukrainienne et les personnes à identité russe, se sentent également à l'aise et vivent dans un système inclusif où leurs droits sont pris en compte? Malheureusement, en raison de la nature désordonnée de la politique ukrainienne et du rôle important du capital oligarchique, de la manipulation des médias qui sont contrôlés par différents oligarques, de la nature de chaque cycle électoral, une crise majeure, locale ou régionale, voire même internationale, se produit à chaque élection. Les élites ont commencé à opposer le principe russe au principe ukrainien en politique assez tôt, pratiquement depuis le début des années 1990. Cela a finalement mené à une politique visant à assurer la domination et l'accentuation de l'identité ukrainienne, à chasser l'identité russe avec ses symboles, avec les ressortissants appartenant à cette identité. Dans la lutte de consensus galicien conventionnel des personnes qui vivent en Ukraine occidentale et qui voyaient dans son rétention pro-occidentale l'idée principale de l'État ukrainien, s'est établie la domination de la langue ukrainienne du dialecte particulier d'un système de signes, de symboles historiques ayant pour but de soutenir les personnes qui ont lutté contre l'Union européenne aux côtés de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et la codification de ce système dans la politique de l'État qui a consisté à réduire l'enseignement de matières en russe et ensuite aussi l'enseignement de russe lui-même, introduire l'introduction d'utiliser le russe en saisissant les administrations publiques. La politique de l'Ukraine en vue d'adhérer à l'OTAN n'était que l'expression la plus évidente. En matière de politique étrangère, de la ligne de politique intérieure adoptée par les élites de Kiev il y a assez longtemps. Ceci est déjà devenu une menace pour la sécurité de la Russie, ce que les dirigeants russes appellent une exploitation militaire du territoire ukrainien par les pays de l'OTAN ne doit pas être perçu comme une métaphore légère. C'est un système de rapport assez douloureux du point de vue des intérêts de notre pays qui transforme l'Ukraine en tête de points militaires constituant un contrepoids à notre pays. L'Ukraine est un grand pays européen, le deuxième après la Russie en termes de territoire. Sa population est de quelques 40 millions de personnes. Les forces armées ukrainiennes comptent environ 220 000 à 240 personnes. Si l'on ajoute les membres du ministère de l'Intérieur, des gardes frontières, de divers services spéciaux, le nombre peut atteindre 400 000 à 450 000 personnes. Je tiens à vous rappeler que les forces armées russes ne comptent qu'1 million d'hommes, c'est-à-dire que même en termes de rapport d'effectifs, l'Ukraine semble très convaincante.
armée étant la troisième en Europe après la Russie et la Turquie, si l'on considère la Turquie comme un pays européen. Or, voyant le potentiel considérable de lequel l'Ukraine peut contenir la Russie, voyant le triomphe des représentants du consensus galicien, les Occidentaux ont choisi de soutenir cette force afin de constituer un contrepoids militaire à la Russie en Europe orientale. Si cet objectif était atteint, cela permettrait de concentrer définitivement l'attention de notre pays sur son cousin qui a des projets militaires et politiques contre lui. Toute une série d'accords militaires conclus par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'OTAN avec l'Ukraine ont mené l'Ukraine, surtout après l'année 2014, à poursuivre activement sa militarisation. Le budget militaire de l'Ukraine par rapport à son PIB a atteint près de 6%. Ce niveau est comparable aux dépenses militaires d'Israël, qui se trouve dans un environnement international extrêmement difficile, comme vous le savez, et doit se protéger contre tous les voisins avec lesquels il a été en guerre à plusieurs reprises et avec succès. Les Ukrainiens ont même commencé à spéculer sur l'éventualité d'une création rapide d'une arme nucléaire, et surtout d'une bombe nucléaire sale. De nombreux experts occidentaux abordent cette éventualité avec légèreté, affirmant que l'Occident ne permettrait jamais à l'Ukraine de construire une telle arme nucléaire. Mais les faits disent le contraire. Rien de moins, des journalistes blagueurs russes ont appelé le ministre de la Défense du Royaume-Uni et ont commencé à lui poser des questions au nom du ministre de la Défense de l'Ukraine, en disant notamment comme quoi, vous savez, nous avons l'intention de créer notre propre programme d'armes nucléaires. L'autre premier choc passé a répondu que c'était bien sûr une idée inattendue, mais que les partenaires occidentaux soutiendraient toujours leurs amis ukrainiens dans toute entreprise. Pour les Occidentaux, bien sûr, la création d'un tel système de rapport est un scénario extraordinairement heureux. C'est-à-dire qu'il est possible, en toute sécurité pour soi-même, sans prendre la responsabilité de la sécurité de l'Ukraine, de la gonfler d'armes de force pour que la Russie concentre sur elle toute son attention. L'Occident ne tâche même pas de dissimuler les objectifs de ces relations bilatérales. Par exemple, un document conclu en août entre les États-Unis et l'Ukraine indique que la coopération militaro-technique vise à améliorer les capacités militaires de l'Ukraine pour garantir l'intégrité territoriale et accroître l'interopérabilité avec l'OTAN. C'est-à-dire qu'il s'agit de Donbass et de la Crimée. Plus précisément, il est question d'une coopération efficace pour contrer l'agression russe, notamment par le biais d'une formation active et de la mise en place des exercices militaires. Donc, cet objectif loin d'être dissimulé est proclamé ouvertement et je pense que nous devons interpréter au sein propre ce qui est écrit dans ce document. Cet objectif est activement proclamé par les États-Unis eux-mêmes. La Grande-Bretagne n'est pas loin derrière les États-Unis à cet égard. Et en fin de compte, ils considèrent cela comme une opportunité importante. D'une certaine manière, ils ont dû voir dans cette dichotomie Ukraine-Russie un système qui ressemble bien qu'imparfaitement à la relation Inde-Pakistan. Les deux pays sont nés au même moment lors de l'effondrement de l'Empire britannique. Pour le Pakistan, la confrontation avec l'Inde a été une expérience formatrice autour de laquelle tous les processus sociétaux au Pakistan ont commencé à évoluer. L'armée est venue à jouer un rôle dominant dans la politique intérieure, comme on a pu le constater très récemment, il y a 15 jours, avec un nouvel épisode de cette participation active. La direction pour le récemment inter-services du Pakistan mène également un travail actif officiel et en fait sa propre ligne de conduite en matière de politique étrangère, aider les talibans et assurer leur accession au pouvoir en Afghanistan, développer un réseau de camps clandestins pour effectuer des sabotages sur le territoire indien, sans mentionner que l'Inde et le Pakistan ont traversé toute une série de conflits frontaliers, dont certains assez sanglants, et ont développé des armes nucléaires en même temps.
Un système de dissuasion mutuelle fondamentale s'est créé entre ces deux pays, qui empêchait l'Inde de prendre des mesures radicales à l'égard du Pakistan. Et apparemment, les Occidentaux ont vu en perspective de la création d'un système de relations similaires entre la Russie et l'Ukraine. Je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails de diapos qui traitent du clivage politique en Ukraine. Beaucoup de ces faits sont bien connus de vous, ils apparaissent souvent dans diverses interventions et je pense que l'on peut maintenant trouver cette information dans les sources ouvertes. La question importante est de savoir dans quelle mesure les dirigeants ukrainiens sont autonomes, s'ils sont des clients américains et s'ils doivent faire uniquement ce que dit Washington. C'est une question très importante et je pense qu'elle n'est pas si simple. L'Ukraine a une oreille très sélective. Lorsque, par exemple, les dirigeants américains lui demandent de faire preuve de retenue ou de ne pas provoquer les Russes. Il y a la célèbre réprimande téléphonique que Joe Biden, alors vice-président des États-Unis, a adressée à Petro Poroshenko, président de l'Ukraine, à cause d'une provocation militaire à la frontière avec la Crimée. À l'époque, un groupe de saboteurs a tenté de mener des attaques terroristes, mais est tombé dans une embuscade. Certains sont morts et l'opération n'a pas été coordonnée avec les États-Unis. Cela aurait pu conduire à une crise majeure entre la Russie et l'Ukraine, et comme les Ukrainiens l'ont fait de leur propre initiative, Biden a adressé un réprimande à Poroshenko lors d'un appel téléphonique. L'enregistrement de cette conversation a ensuite été rendu public. S'adressant au gouvernement et à la Rada, à Kiev en 2015, le Mil Biden a tenu des propos globalement corrects, disant qu'il ne fallait pas exclure les Russes de la vie politique et qu'il était nécessaire de construire un système inclusif. Il utilisait des métaphores bibliques, soulignant qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Il a conseillé de ne pas interdire les émissions d'armes russes, de ne pas interdire les partis politiques, de construire un pays uni. Mais Poroshenko puis Zelensky, qui est arrivé au pouvoir avec à peu près les mêmes slogans, ont fini par comprendre qu'il serait plus efficace pour eux de s'appuyer sur les nationalistes et de travailler en faveur de ce consensus galicien. Mais l'Ukraine se trouve aujourd'hui dans une situation particulière. Zelensky peut attirer l'attention en tant que président d'un pays en guerre, mais dès que les hostilités en Ukraine seront terminées, les mêmes phénomènes politiques que ceux qui se sont produits dans ce pays au cours des décennies qui ont suivi l'indépendance apparaîtront à nouveau. Des groupes d'élite luttant pour le pouvoir, accusant le président d'erreurs dont un grand nombre ont été commises pendant cette crise. Il semble parfois que Kiev ne se rend pas compte qu'en fait, la monnaie avec laquelle il paie l'Occident pour cette relation préférentielle et privilégiée, ce sont les territoires ukrainiens. La première version des propositions diplomatiques de la Russie à l'égard de l'Ukraine au cours de la première semaine de la crise est susceptible de changer d'ici à la fin de cette crise. Passons maintenant au scénario de bilan. 3 scénarios clés de ce type se dessinent. Le premier a été proposé par les dirigeants russes dès le début de la phase active de la crise, dans la même semaine, le 25 ou le 26 février. Dans le cadre de ce scénario, il est prévu de parvenir à un accord avec les dirigeants politiques ukrainiens actuels. L'accord global devrait simultanément reconnaître la neutralité de l'Ukraine telle qu'elle est inscrite dans la Constitution, reconnaître la Crimée comme territoire russe, reconnaître le Donbass comme indépendant et mettre parenthèse, cela veut dire ignorer la question de la souveraineté ukrainienne sur ces territoires, je m'excuse. Apparemment, c'est le fait que la délégation ukrainienne était prête à Istanbul d'accepter cette formule qui a donné à l'époque aux dirigeants russes quelques raisons d'être optimistes quant à un règlement diplomatique. Certaines mesures militaires ont été prises, entre autres. Désormais, Moscou est convaincu que les Ukrainiens, de leur propre initiative opposée par l'Occident, ont décidé de faire traîner cette crise en longueur, estimant que le temps joue en leur faveur, qu'ils vont inévitablement gagner et qu'il y a de fortes chances que les intérêts russes soient finalement mis en échec.
mise en échec. Cela nous conduit au deuxième scénario. Le premier scénario était convenable pour nous, pour tous, et pas pour nous, dans la mesure où l'accord aurait été conclu avec un gouvernement ukrainien légitime parce qu'il avait été légitimement élu par le peuple ukrainien. L'accord ne pouvait qu'être perçu comme légitime par les alliés de l'Ukraine et l'Occident. En général, il s'agirait d'une plateforme permettant de ramener la situation dans une forme de diplomatie par négociation et de revenir à la résolution diplomatique de la situation, mais avec une nouvelle approche de discuter la question de la sécurité européenne avant que la crise ukrainienne n'évolue militairement, selon un scénario totalement catastrophique. Cependant, on peut constater que cette phase est derrière nous et qu'une deuxième phase approche. Elle implique que le résultat des négociations sera dicté par la situation sur le terrain. C'est le point de départ, c'est le point de départ pour la Russie et pour les États-Unis. Les Ukrainiens, je crois, se font des illusions sur les faits qu'auront les livraisons d'armes que l'Occident effectue actuellement. En ce moment, la situation sur le front est mauvaise pour eux et en termes de propagande, elle déplace l'attention du public sur le fait que de vieux chars polonais ou des systèmes de missiles américains vont bientôt arriver et que l'offensive commencera. Il y a bien évidemment des frappes sensibles contre le territoire russe et cette évolution d'événements est bien évidemment très sensible pour la Russie au point que je n'exclus pas la mise en exécution de la menace que le ministère russe de la Défense a évoquée, à savoir une frappe contre le centre de décision à Kiev. Le développement de ce deuxième scénario sera étroitement lié à l'évaluation de la situation militaire sur le terrain, à la question de savoir quels territoires seront concrètement sous le contrôle russe lorsque l'Ukraine sera de nouveau prête à discuter sérieusement de la paix. Est-ce que ce sera le même président qui dirigera l'Ukraine? Il ne s'agit encore que de questions, d'hypothèses, au sujet desquelles il n'y a pas de clarté. En outre, dans ce scénario, il y a le risque que l'Occident n'accepte pas le nouvel accord et qu'il existe pendant un temps considérable, plusieurs années, voire une décennie, une vaste zone grise en Europe, dans sa partie orientale, qui ne sera légalisée d'aucune manière, ni codifiée, et qui deviendra un terrain d'essai pour la construction d'un nouvel ordre de sécurité en Europe. Le troisième scénario, qui est à mon avis moins probable, mais qui n'est toujours pas exclu, est le scénario le plus dangereux. Selon ce scénario, l'Occident, qui utilise déjà l'Ukraine comme un instrument, qui ne se soucie pas beaucoup des frontières qu'aura l'Ukraine à la sortie de la crise, ni du nombre de personnes qui y resteront, adoptera une logique consistant à porter préjudice à la Russie par tous les moyens disponibles, tout en minimisant bien évidemment les conséquences que cela peut avoir pour lui. Il ne s'agit pas uniquement d'une frappe militaire contre certaines régions de la Russie qui soulève bien sûr immédiatement la question d'une guerre nucléaire entre nous, mais surtout d'une déstabilisation politique à l'intérieur du pays. Il s'agit d'un nouveau recours aux techniques et méthodes que l'Occident a utilisées dans l'espace post-soviétique et en Russie pour provoquer les mécontentements internes, soutenir les mouvements d'opposition et préparer une révolution de couleur afin de détourner l'attention de la Russie de la sphère de politique étrangère vers celle de politique intérieure. Bien sûr, c'est l'un des scénarios les plus répandus et les plus étendus. Je crois que Moscou comprend, sur le plan rationnel, que dans ce jeu déjà très sérieux, qui prend maintenant une ampleur stratégique, les Occidentaux utiliseront tous les outils. Toutefois, je continue de penser que ce scénario n'est pas le plus probable puisque les États-Unis comprennent que les ressources ukrainiennes ont des limites et que ce qui prolonge le conflit, c'est uniquement le fait que la Russie n'utilise pas toutes ses forces. Si les troupes russes avaient mené des opérations militaires comme les États-Unis l'ont fait, par exemple en Irak en 2003, on aurait vu à Mariupol non pas des bâtiments isolés, mais des murs et des tas énormes de briques de béton. Lors de l'assaut contre Raqqa en 2017, les Américains ont tout simplement rasé la ville. Je sais que cela peut sembler cynique,
Et j'en suis conscient. Mais malgré toute la cruauté de la situation qui provoque des pertes humaines, le fait que la guerre est toujours en tragédie et en désastre, la précision chirurgicale des frappes russes pour un théâtre militaire de cette ampleur reste inégalée, c'est-à-dire qu'aucun pays n'a mené une guerre aussi chirurgicalement ajustée sur un théâtre de guerre aussi grandiose. Certains analystes américains reconnaissaient cette caractéristique de la façon dont les Russes mènent cette guerre et le font même publiquement. Cette conférence est enregistrée le 27 avril 2022, alors que l'équilibre des intérêts entre les parties n'a pas encore été trouvé et qu'un règlement militaire n'est pas encore évident pour tout le monde. Et surtout, ce n'est pas le seul règlement possible. Autrement dit, la Russie serait prête à revenir au premier scénario, peut-être avec quelques ajustements, si Kiev demandait maintenant la paix. Mais la situation change tous les jours. Aujourd'hui, répondant à une question sur la possibilité de référendum sur l'indépendance dans les territoires occupés par les troupes russes, le ministre russe des Affaires étrangères a dit que le sort de l'Ukraine sera décidé par le peuple ukrainien, n'excluant pas un tel scénario. La version finale de l'offre russe au gouvernement de Kiev qui émergera de la phase critique de la crise sera, je pense, sensiblement différente de celle de la première phase de la guerre. Espérons que le bon sens l'emportera. Espérons que cette fois, le soir nous rendra un bon service et deviendra une leçon importante pour tous. Et espérons aussi que cette crise, comme peut-être l'une de ses rares conséquences positives, sera enfin l'occasion d'établir un ordre de sécurité durable en Europe, même si le résultat de ce processus sera différé. Merci beaucoup à vous tous et je serai très ravi de répondre à vos questions.